Salut tout le monde. Journal de bord, Hatem Ben Abdallah, dimanche 9 juin 2024 à Santa Monica, et il est 8h du mat. J'hésitais ce matin à parler de mes découvertes en psychologie, ou bien de faire un message solennel, officiel à tous les moments en perte de repère, on va dire, pour faire gentil. Mais ce matin, je voulais plutôt aller à la cool, partager avec vous mes spéculations d'ordre géopolitique, politique et civilisationnel. Donc je sais pas par où commencer, mais je vais essayer de prendre un fil et puis voir où est-ce que ça nous emmène. Quand on va peut-être commencer avec la guerre en Ukraine. Alors c'est fascinant cette histoire, c'est fascinant à quel point j'ai l'impression que la vérité ou le réel n'existe plus en fait. Tu as juste des affrontements d'idéologies et de systèmes persuasifs, et en fait tout ce qui se passe au-delà de l'échelle humaine, c'est des combats idéologiques, d'intérêts, et qui nous sont ensuite retransmis à nous émotionnellement. Et j'en tiens responsable les médias, bien sûr, sans vouloir faire trop dans le populisme. Quoique je n'ai rien contre le populisme. Mais c'est fascinant parce que tu as une guerre en Ukraine qui émeut tout le monde, Macron en premier, et on ne voit pas, il n'y a pas je sais que la réflexion derrière existe, mais elle n'est pas communiquée au commun des mortels, aux citoyens. Et en fait, on se ramasse uniquement un assignement d'opinion. En gros, on a créé un monde aujourd'hui avec la technologie où en fait les gens n'ont plus le droit d'avoir leur opinion, un esprit critique, et les personnes doivent uniquement se baser sur les news, les infos, comme une source de vérité, sans se rendre compte qu'en fait c'est une source d'assignement d'opinion. Donc si tu as des médias de gauche, ils vont t'assigner une opinion de gauche, indépendamment de tout esprit critique. Tout est devenu idéologisé. Donc moi, j'ai toujours tendance, depuis que je suis gamin, à me faire l'avocat du diable. Et quand je vois ce qui se passe, la démonisation de la Russie, j'entends déjà d'ici certains de mes amis me dire: à quoi alors tu nies le fait que ce soit une dictature. J'essaye juste de dire qu'en fait, il y a un grand fourvoiement qui se passe à l'échelle civilisationnelle et à l'échelle de l'individu. Et désolé si je fais des ping-pong entre géopolitique et l'humain, mais en fait, quand j'ai fait mes road trips pour aller dans le Maine et que j'ai traversé les États les plus certains États les plus pauvres et certains États les plus conservateurs, et à l'échelle de l'individu, les gens sont magnifiques. Ils sont peut-être que je touche du bois, j'ai pas encore rencontré de pur redneck, mais et donc il y a un travail de division extraordinaire. Et donc je rigole quand je vois les personnes prendre position contre la Russie ou contre l'Ukraine. De toute façon, c'est à peu près symétrique. Même si je ne crois pas dans la symétrie des opinions, c'est encore un autre fourvoiement, mais ça c'est une autre question, c'est un autre sujet. Mais en fait,
moi j'ai jamais eu aucun a priori sur quoi que ce soit. Le pire pour moi, c'est d'avoir des idées préconçues. Je suis bien conscient quand même que je dois avoir un biais émotionnel, intellectuel. Mais par exemple pour moi la Russie, je ne comprends pas le projet en fait entre l'Europe et la Russie. Je pense que la Russie aurait dû être un allié naturel de l'Europe. Et j'ai l'impression qu'en fait il y a des intérêts plus grands liés aux États-Unis qui font que les États-Unis n'ont aucun intérêt à ce que l'Europe et certains pays comme la France assument leur lien avec la Russie. Donc j'ai l'impression qu'en fait toute cette guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est un jeu de marionnettes, comment dire. Pour moi j'ai l'impression que l'Europe est sacrifiée pour les intérêts gaziers, énergétiques et financiers des États-Unis. Et pour moi c'est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que ça dépasse. Je crois que tout ce qui nous arrive là, à l'échelle géopolitique et même à l'échelle culturelle, avec le wokisme ou certaines idéologies, comme les idéologies soi-disant LGBTQ ou les idéologies antiracistes, encore une fois, moi j'espère, je pense que j'ai un amour infini pour le genre humain, donc les individus me touchent, quels qu'ils soient, peu importe ce qu'ils font dans leur vie, leur identité ou quoi que ce soit, mais d'un point de vue idéologique, le fait d'avoir créé des idéologies antiracistes, même le féminisme, surtout le féminisme d'aujourd'hui et les idéologies LGBTQ sont finalement des sortes de, comment dire, des sources de désagrégation de civilisation tout entière en créant une division, en divisant la société, en la fragmentant jusqu'à l'échelle de l'individu. Et en niant la notion de norme qui est nécessaire pour pouvoir construire un projet commun. Et donc pourquoi je parle de tout ça, c'est que je pense que derrière ce symbole de l'Ukraine et la Russie, en fait, c'est un reflet de conflits de plusieurs centaines d'années, d'intérêts divergents. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe, et encore une fois, je ne suis pas un expert en géopolitique, ni même en politique, donc je partage juste mon sens commun. Et il semblerait qu'il y ait un empire qui est en train de s'effondrer, qui est l'empire américain, où le dollar finalement ne se résume plus qu'au complexe industriel-militaire, et que cet empire ne veut pas... je peux pas, c'est bizarre parce que j'ai du mal à pointer du doigt les États-Unis. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est au-delà des nations, des forces qui sont... j'espère que je n'apparais pas comme complotiste, parce que je sais à quel point le terme est péjoratif. Mais il y aurait quelque chose qui dépasse les empires. Je ne peux pas le situer. Est-ce que c'est des groupes d'influence, des groupes d'intérêt financier, peut-être des banques qui sont installées sur 2-3 continents et donc il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et si on regarde le conflit entre l'Ukraine et la Russie, on voit surtout un conflit entre deux visions du monde, entre la vision globalisante, amour, gloire, beauté, acceptation de tout, où uniquement les valeurs de liberté sont promues, et en face des visions plutôt conservatrices, identitaires, liées à la préservation d'un héritage et un respect de Dieu ou et des valeurs conservatrices, identitaires. Je regarde au loin, il y a la police qui vient de s'arrêter. Ah, c'est pas pour moi, ça va.
Donc il y a deux visions du monde qui s'opposent, et ce qui est bizarre, c'est que on a le clan du bien, qui est censé être le clan, le groupe de ceux qui sont pour les démocraties, les libertés individuelles, et il y a en face la Russie, avec soi-disant une tyrannie, un truc voilà, sectaire. Et ce qui est marrant, c'est que finalement, j'ai l'impression que les valeurs de la Russie, c'est un peu le dernier rempart de l'équilibre qu'on avait dans les années 80-90, où en fait il y avait un équilibre, une tension entre valeurs de gauche et valeurs de droite, conservatrices et socialistes. Et aujourd'hui, en fait, on nous vend l'idée que il faut se battre contre la démocratie, tout ça. Et en fait, j'ai l'impression qu'on insulte l'intelligence du peuple. Et c'est un autre sujet qui prendrait un certain nombre d'heures à raconter sur le mépris du peuple. Et en fait, je m'interroge en me disant, mais attends, c'est fou, hein, parce que finalement aujourd'hui, on se bat de manière officielle avec des Macron, des gens beaux gosses, mais si on gratte un peu, on voit des choses que, en fait, on a créé un système pour nous empêcher de juger, de critiquer, de même promouvoir certaines valeurs et certaines vertus, parce qu'on risquerait de heurter l'autre. En fait, on a créé un système d'une médiocrité telle où en fait tu n'as pas le droit d'exprimer ton opinion, ton set de valeurs, parce que ça pourrait être perçu comme offensant. En fait, voilà. Et en fait, on a créé une société qui a peur d'offenser l'autre. Et ce qui fait qu'à la fin, ce qui veut dire que la connexion est impossible. En fait, tu empêches finalement ce qui est pour moi la vraie définition de démocratie. C'est un système dans lequel les opinions divergentes puissent s'exprimer. Mais non, aujourd'hui, on a sous-entend que la démocratie, c'est des valeurs de gauche bonnes et bienveillantes, et voilà, on a créé des amalgames qui sont d'une médiocrité intellectuelle telle. On a dit qu'à droite, les mecs, c'est des nazis et des vendus, des ultra-financiers capitalistes, et à gauche, ce serait le camp du bien. Je suis désolé, j'ai l'impression de vous donner peut-être l'impression que j'ai un contentieux avec la gauche, mais j'ai été de gauche toute ma vie, et j'ai l'impression d'avoir été qu'on s'est foutu de ma gueule et qu'on m'a manipulé, qu'on m'a usé. Parce que je pense qu'en nous, il y a un désir de signaler, un désir naturel de signaler la vertu, de pouvoir être semblable à l'autre, à ses amis. Et ça a été détourné pour culpabiliser l'autre. C'est une autre forme de tyrannie, en fait. Voilà, ce que j'essaie de dire, c'est que d'un côté, tu as Macron, tu as tous ces gens-là qui ne sont plus les hommes politiques d'autrefois, certains grands hommes d'une grande culture, avec un niveau de conviction hallucinant. Aujourd'hui, on fait la promotion de personnages, de technocrates, de personnages. Moi, instinctivement, j'ai un problème avec Macron. J'ai tout mon être me dit qu'il y a quelque chose de bizarre derrière lui, comme une forme de quelque chose de malsain. Et en fait, on a créé la promotion. Voilà, on sous-entend que la démocratie, c'est le truc génial qui doit à tout prix être là, et on insulte en fait l'intelligence du terrien, de l'humain moyen, parce que en fait, pour moi, la démocratie aujourd'hui est devenue une autre forme de tyrannie, beaucoup plus sournoise. Et je pense que, en tout cas, j'ai l'impression que la démocratie, c'est un mot qu'on a créé pour contenter le peuple, pour lui dire, regardez, hein, vous votez, donc vous n'êtes pas une république bananière, mais en fait, le peuple instinctif. Le peuple, en fait, s'est mis à voter ses maîtres, et et ces maîtres ont d'autres intérêts que l'intérêt du peuple.
Et je trouve ça scandaleux quand tu as d'autres modèles. J'ai du mal à juger le modèle russe. Je sais que plein de gens vont me dire « Ouais, mais attends, t'as oublié Poutine, machin ». Je pense que les tentatives de démocratie qu'on a en Europe ou aux États-Unis, ben, c'est des tentatives et pour moi, je reste quand même... j'apprécie et je préfère ces démocraties-là qui sont pour moi des choses un peu expérimentales et on est toujours dans l'expérience et ça me... Je ne peux pas dire que je souhaiterais vivre en Russie, c'est n'importe quoi. Ce que je veux dire, c'est que il faut quand même... j'ai l'impression que dans cette vie et en tant que civilisation, il y a toujours la nécessité de faire des efforts pour être sûr que la démocratie dans laquelle on est, ce soit toujours une démocratie. Et pour ça, je pense qu'il faut voir les autres modèles et comprendre pourquoi, quel est le bon dans les autres modèles. Et je ne crois pas que la démocratie pour la démocratie soit un projet qui fonctionne. Je pense qu'on est en errance permanente. Et aujourd'hui, avec les intérêts financiers de fou, j'ai du mal à croire qu'en fait, les démocraties soient réelles. Je pense que c'est encore une forme de showbiz, mais... et encore une fois, certains me diraient, mais alors, qu'est-ce que tu as proposé je faisais juste l'expression qu'il y a quelque chose de louche derrière le conflit entre l'Ukraine et la Russie, et qu'il y a deux visions qui s'opposent, et la culture russe, elle me parle. Et en fait, je comprends, j'ai l'impression de ressentir, de comprendre soit une partie du peuple français ou mondial ou le peuple russe. Je pense qu'il y a le modèle que l'on propose des sociétés occidentales de la Western Society qui sont une démocratie, ses valeurs de liberté. Je pense que dans les pays un peu plus conservateurs, voire beaucoup plus conservateurs, il y a un désir démocratique et de liberté qui est différent. Et que... C'est-à-dire que chez les conservateurs américains, ou je crois même dans des pays comme la Russie, il y a la nécessité de penser la liberté attachée à un set de valeurs morales et de vertus, et que en fait j'ai oublié le nom de l'auteur, cette phrase que j'avais lue il y a pas mal de temps, qui dit que aux États-Unis, la liberté, c'est pas la liberté de faire ce que l'on veut, c'est la liberté de faire ce qui est juste. Donc la notion de justesse, c'est certainement lié à des valeurs chrétiennes, morales, mais je pense qu'aujourd'hui, le grand fourvoiement des civilisations, c'est de nous pendouiller la démocratie, les valeurs, des valeurs de liberté individuelle, et qui sont plus en fait, qui sont devenues avec le temps des valeurs d'errance pour les jeunes générations, où on blâme tout le monde, toute force authentique avec un minimum d'autorité est brisée, et on oublie qu'en fait c'est typique. En fait, je sens, et encore désolé si je suis éparpillé, hein, mais c'est fascinant quand tu commences à voir le lien entre géopolitique, politique, religion, culture. C'est fascinant. Et à chaque fois, je ne peux pas m'empêcher de voir le lien à l'échelle d'un individu, hein, et de ce qu'il veut. Et voilà, en fait, c'est hyper bizarre. Donc il y a ce côté... il y a en nous quelque chose qui est attiré par le naturel, par une norme naturello-biologique. Après, si on a des désirs identitaires, si on se reconnaît en X ou Y, j'ai aucun problème là-dessus, hein. C'est juste, mais que si on veut créer une société, une civilisation, il faut
il faut pouvoir admettre qu'il y a, en tout cas la créer presque d'un point de vue culturel, même si je pense qu'elle est vachement liée à la biologie, une notion de norme. La norme permet de structurer et on peut décider d'être en dehors de la norme si on en a besoin. Mais pour les intérêts d'une civilisation, il est crucial de définir une norme qui va être une forme de boussole pour les jeunes générations, les enfants. C'est-à-dire qu'en gros, quand je parle de normes, je pense qu'il faut réussir à pouvoir dire qu'être un homme ou être une femme, c'est génial. Et c'est mortel, c'est un truc de fou. Parce qu'à force de marcher sur des œufs et de créer une société d'une médiocrité telle où finalement les seules valeurs qui restent, c'est la peur d'offenser l'autre, et ben je crois qu'on va à notre perte et que finalement, avant même que les sociétés occidentales s'effondrent, elles risquent de se faire remplacer par des cultures qui seront beaucoup plus simplistes ou en tout cas qui auront des convictions beaucoup plus simples et claires et qui apparaîtront pour certains naturelles. Et donc je trouve intéressant de voir le choc culturel entre une Russie un peu plus conservatrice et qui finalement aurait pu compléter l'Europe et créer un équilibre. Cet équilibre que j'ai connu dans les années 80-90 où finalement on pouvait être gauche, mais grâce à la tension qu'il y avait avec l'esprit de droite français, il y avait un équilibre qui était structurant. Et je pense qu'on a perdu cet esprit structurant, surtout avec les velléités modernistes, progressistes, qui sont extrêmement destructrices. Il y a un déséquilibre en ce moment. Et ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, ces divergences culturelles font qu'en parallèle, il y a des intérêts financiers hallucinants. Et je prends les États-Unis, mais j'ai l'impression que ça ne se joue pas à l'échelle de pays ou de continents. J'ai l'impression qu'il y a des forces supranationales hallucinantes. Et encore une fois, quand je parle de tout ça, je ne suis pas un complotiste. Je ne dis pas qu'il y a 10 mecs qui se réunissent et qui... mais il semblerait, du peu que j'en sais, c'est que quand un empire s'effondre tout doucement, les pires choses arrivent. Et parce que cet empire essaye de se maintenir tant bien que mal. Et je porte pas de jugement. Ça se trouve, cet empire, je sais pas comment on peut l'appeler, il essaye de survivre tant bien que mal. Et il a la responsabilité d'un équilibre économique mondial. Donc c'est pas unique. Je crois que les instincts de survie des empires sont pas juste liés à du pur égoïsme. Et donc je pense que, vu la faiblesse du dollar, le dollar ne représente de plus en plus rien, je crois que l'économie américaine et sa dette est telle qu'à force qu'il y a, qu'en fait les États-Unis et ses intérêts supranationaux ont créé un sorte de monstre et qu'ils doivent à tout prix nourrir. Et finalement, je repense à toutes les guerres qu'il y a dans le monde. Il y a pas mal de guerres qui sont initiées pas initiées on va dire, mais bon, où les États-Unis sont impliqués. Et donc il y a d'un côté le complexe militaire industriel américain qui est une sorte d'économie à part entière, une économie parallèle. Et donc vente d'armes, tout le bazar, et aussi endetter les pays, parce que c'est sûr que quand les États-Unis viennent t'aider, c'est bien joli, mais je pense que c'est pas gratuit. Je pense qu'il y a un endettement qui se fait, et en fait, pour moi, c'est une autre forme d'envahissement des pays. Avant, tu voulais un pays, tu l'envahissais, et voilà. Aujourd'hui, je pense que tu peux plus faire ça naturellement. Tout le monde serait choqué. Mais ce qui se passe, c'est que je pense qu'il y a des pays comme les États-Unis, qui, par exemple, quand ils veulent envahir l'Europe ou la France, la mettent en état de dépendance. Donc
Je pense que, par exemple, c'est fascinant, tu prends l'euro, la monnaie euro. Je veux dire, normalement, tout aurait dû faire en sorte que l'euro soit beaucoup plus fort que le dollar. Et il l'a été. Mais en fait, en déstabilisant l'Europe, l'euro a du mal à dépasser le dollar. Des fois, il le dépasse, mais je pense que le fait que l'Europe ne puisse pas acheter son pétrole sans utiliser le dollar, c'est hallucinant comme état de dépendance. Et donc ce que je disais, c'est que je pense que la faiblesse du dollar est telle maintenant qu'elle est en train de révéler une fissure sur l'armure de l'Empire américain. Et donc je pense que pas mal de guerres ont été initiées uniquement pour ça. C'est-à-dire que tous les pays qui ont essayé de créer leur propre monnaie se sont fait défoncer avec une guerre. Je repense à la Libye. C'est étrange au niveau du timing. C'est étrange au niveau du timing parce que Kadhafi, qui pendant des années préparait une sorte d'union africaine et qui voulait créer une coalition pétrolière basée sur une nouvelle monnaie, je pense que ça c'est... En fait, j'ai l'impression qu'en fait le dollar repose uniquement sur un phénomène de confiance, sur deux aspects, la confiance des marchés et le complexe militaire américain, industriel américain. Et donc, s'il y a un pays sur Terre qui essaie d'exprimer son indépendance d'un point de vue monétaire, je pense qu'il se ramasse une guerre, ou en tout cas des pressions politiques, géopolitiques hallucinantes. Et donc je pense que tout ce qui arrive aujourd'hui, même culturellement, ces 50 dernières années, même des choses comme l'avènement du wokisme, je soupçonne même que même le féminisme aussi a été utilisé comme un outil de déstabilisation et de fragilisation des États. Et encore une fois, je n'adhère à aucune idéologie. Et j'ai un respect, c'est marrant que je doive le dire, mais j'ai pas besoin d'être féministe pour respecter les femmes et les aimer et les respecter. Moi, c'est juste que j'ai du mal, c'est peut-être mon côté subversif, j'ai du mal à poser un genou quand on me dit qu'il faut que je sois de telle ou telle idéologie. Donc je ne suis aucune idéologie et j'expliquerai pourquoi peut-être tout à l'heure ou une autre fois. Mais en fait, ces idéologies-là, en fait, sont le reflet en fait d'un combat qui se mène entre un empire qui essaie de se tenir, qui est en train de s'effondrer, et ce qui est en train d'arriver, je pense, entre les États-Unis, la Russie, la Chine, les BRICS en fait. Ouais. Donc je pense que j'ai le sentiment, j'espère que je n'ai pas fait une vidéo trop longue, j'ai le sentiment qu'en fait l'Empire américain je sais pas en fait, ces forces supranationales ne veulent pas que les BRICS existent ou réussissent. Et je pense qu'on risque de voir encore beaucoup de turbulences mondiales pour empêcher l'avènement des BRICS parce que ça signerait le début de la fin de l'hégémonie on va dire américaine, mais je pense que c'est plus large que ça. Et je pense qu'il y a des intérêts, deux gros intérêts divergents de par le monde. Et donc je pense que cet empire X ou Y qui veut préserver son hégémonie fera tout pour empêcher l'avènement des BRICS.
et quitte à provoquer la Russie. Et je pense que c'est mal connaître la Russie, parce que je crois et je pense que la Russie a une très grande lucidité sur ce qui se passe. Je pense qu'on a fait l'erreur durant les 50 dernières années de ne pas comprendre à quel point c'était important d'avoir un monde bipolaire, tripolaire, et que heureusement on a eu d'autres forces pour créer entre guillemets un semblant d'équilibre avec l'empire hégémonique. Et j'espère me tromper, mais je pense que les Russes n'accepteront jamais de se laisser battre, parce que le combat il n'est pas juste lié au territoire ukrainien, mais il est aussi lié à l'aspect culturel, à l'aspect des valeurs. Je pense que la Russie ne se reconnaît pas du tout dans la culture qui est proposée maintenant par les cultures globalisantes, mondialistes. Et donc j'espère qu'on n'ira pas dans une course en avant vers un conflit nucléaire. C'est ma grosse flip. Et je trouve que je trouve ça sidérant que personne ne fasse un travail, la majorité, en tout cas je blâme pas le citoyen lambda, mais je pense qu'il faut, si on n'arrive pas à faire un effort de comprendre la Russie, son historique, ses intérêts, qui ne sont pas que géopolitiques, si on continue la caricature du personnage Poutine, comme toute caricature en fait, même la caricature de Trump, en fait on se fait plaisir en étant dans une sorte de manichéisme rassurant. Je me demande si en fait si on ne fait pas un effort de comprendre les subtilités de l'âme humaine, on va sombrer dans un manichéisme pour nous rassurer et qui nous permet de pointer du doigt le plus rapidement possible vers le méchant et l'abusif. Je ne crois pas du tout dans le manichéisme, c'est vraiment une pure fabrication de l'esprit. Et voilà, donc je pense que voilà, je ne vois pas la solution venir de gens, de technocrates comme Macron ou d'autres. Et c'est dommage parce que la France avait bénéficié d'un atout incroyable avec la Russie, un lien entre eux et aussi la culture, l'histoire diplomatique de la France. Je pense que voilà, je suis ah merde, je voulais faire une vidéo un peu plus joyeuse et là je finis avec une note fataliste, déprimante, mais je pense que l'Europe n'a pas les moyens d'assumer une connexion, une collaboration avec la Russie, principalement à cause de la pression américaine, et que finalement le peuple européen, dans sa majorité on va dire, a été conditionné, manipulé pour penser que la Russie est le monstre absolu. Et donc voilà, je pense que techniquement l'Ukraine est condamnée à perdre, et que si on veut éviter un conflit international. Enfin voilà, bravo à Thème, hein. Tu nous saoules avec tes réflexions politico-géopolitico. Tu peux pas parler du beau temps, de la Californie, des vagues et du bonheur d'être en vie. C'est marrant quand même, parce que
À chaque fois, j'utilise ma vie comme terrain d'expérimentation, comme un laboratoire. Et je me marre maintenant quand j'entends les informations françaises ou même américaines. Avant, on avait Fox News qui faisait une forme de propagande. Et aujourd'hui, tout a basculé. Maintenant, c'est MSNBC, NBC et qui nous balance des pipeaux à n'en plus finir. Et je suis mort de rire. Donc quand je fais mes road trips, je suis content parce que je traverse les États-Unis et je rencontre des gens de droite, d'extrême droite, des gens de gauche, et finalement, et j'ai toujours un contact hyper agréable. Et en tout cas, voilà, je trouve qu'à la fin, le mal, pour moi, c'est tout ce qui nous divise. Et donc, quand les médias nous disent ce que l'on veut entendre afin de nous rassurer qu'on est dans le camp du bien, et ben pour moi, c'est divisant. Je pense que, voilà. En tout cas, je pense qu'on a les moyens d'assumer notre responsabilité sur l'état du monde. Cette responsabilité qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas sentir parce qu'on se dit c'est plus grand que moi, mais je pense que quand on fait un travail auprès de ses amis, auprès de sa famille, je pense qu'il y a un début de solution pour le monde. Et quand je parle de mes histoires d'enfance et de déchirements familiaux, de problèmes de psychologie, de pathologie, d'horreur et de toxicité, je pense que si les choses peuvent s'arranger, même un petit peu, à 10%, j'ai l'impression que le monde s'arrange aussi. Et donc, je pense que même si ça peut nous apparaître bien trop grand, je pense qu'il faut accepter notre zone d'influence et arranger les choses dans notre cercle premier. Donc voilà, ça suffit, j'ai assez parlé et désolé pour la longueur de l'épisode. Oh waouh, 37 minutes. Je vous remercie, je vous aime, à bientôt, salut.